L'histoire commence comme un garçon nommé Takuhara joue à un jeu vidéo à l'hôpital. Il se fatigue et s'endort, mais quand il se réveille, il se retrouve dans une forêt inconnue. Avoir passé un long moment dans le lit d'hôpital, il aime l'air frais de cet endroit. Mais une fille arrive soudainement là, et Takuto la reconnaît comme ATU. Sakudo explique que les Nations Éternelles est le jeu auquel il a continué à jouer pendant qu'il était alité, et c'est un simulateur de gestion d'empire situé dans le noir. Monde fantastique, il ne peut pas croire qu'il est dans son jeu préféré. Avec son âge préféré, ATU l'appelle roi. Et il se demande s'il devrait jouer un rôle, mais le voir confus, ATU lui assure que tout va bien. Elle révèle qu'il a été le premier à effacer le cauchemar. Faculté à utiliser la civilisation la plus difficile Minagra. La civilisation de la ruine, ATU note que ses brillantes stratégies l'ont placé en tête classement officiel, et elle l'appelle le joueur légendaire. Il se demande comment elle sait ça, et Otto mentionne qu'elle se souvient de chaque mot qu'il lui a dit. Takuto lui dit que, peut-être il l'a utilisé comme son personnage, parce qu'il voulait devenir comme elle, et il est content qu'il puisse parler face à face. Elle est aussi heureuse de le rencontrer, et il se demande si c'est le paradis, demandant si c'est elle qui l'a convoqué dans ce monde. ATU l'informe, c'est aussi soudainement retrouvé à cet endroit, mais elle ne pense pas que c'est le paradis, parce que ça a l'air plus comme le monde des nations éternelles. ATU pense que c'est un miracle, et elle est juste heureuse de le rencontrer. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est cet endroit, mais elle veut juste qu'il recommence avec elle, et construire un empire juste pour eux deux. To n'a aucune idée de cet endroit, et il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais puisqu'il est déjà là, il veut le refaire, il souhaite recréer ses jours de bonheur, et il est d'accord avec l'idée d'Ato de construire une nation, juste pour les deux. Ateo entre dans le personnage, lui disant qu'elle le servira à partir de maintenant, mais Takuto pense, c'est embarrassant d'agir comme ça dans la vraie vie, ce qu'elle accepte. To la déclare avec son seul vassal et confident, et il lui dit que, bien que tout le monde les appelle l'empire le plus maléfique, ils sont spécialisés dans les affaires internes. Alors ils croient tous les deux qu'ils devraient se fermer. Après cela, Takuto invoque un insecte à longues jambes, en tant qu'éclaireur, utilisation de la production d'urgence. Mais ils trouvent tous les deux ça dégoûtant. Il explique que Minagra est une civilisation passive, gouverne sur le mal et la ruine. Ils doivent donc agir dans cet esprit. ATU se rend compte que cela signifie qu'ils doivent éviter d'être d'été. Au début du jeu, ce avec quoi To est d'accord, il commande aux scouts de recueillir des informations sur les environs, et elle lui rappelle de ne pas décevoir leur roi, donc ça se précipite immédiatement. ATU est heureux de voir qu'il est les commandes. Takuto pense que c'est comme les jeux, déclarant qu'il peut aussi voir la vision du scout dans une certaine mesure. Takuto révèle qu'ils avaient un total de 200 DT, et il a utilisé 100 DT pour convoquer le scout, alors que ça va leur coûter 20 MP, pour mettre en place leur base initiale. TU pense que la production d'urgence est coûteuse. Takuto lui dit qu'il voulait invoquer un guerrier, mais il ne peut pas faire ça avec leur mana limité. Elle se sent désolée que normalement, elle serait confiante de s'occuper des choses dans le département des combats, mais comme il commence une nouvelle, elle n'est pas assez forte en ce moment. Il déclare qu'elle est de l'unité des héros, qu'elle devienne plus forte avec le temps. Pour le moment, son niveau n'est que de 3. Et si un ennemi puissant se présente, leur empire sera détruit. To pense que le niveau de difficulté est assez élevé. Il l'inquiète, mais elle lui demande de se remonter le moral. Pendant ce temps, le scout continue de vérifier les environs. Et To a une idée générale de la zone qui l'entoure. Il est surpris qu'il n'y ait rien, mais les arbres là-bas, et ATU pense que les arbres sont bons pour se cacher. Mais elle trouve aussi ça étrange, qu'il n'y a aucun signe d'animaux sauvages. To l'informe qu'il n'y a pas non plus de nourriture ici. Ils devront donc continuer à repérer pendant un moment. ATU s'excuse de ne pas pouvoir être plus utile dans ce, et il mentionne que ça va, parce que c'est déjà une aide énorme. Pour l'avoir à ses côtés, elle est extrêmement heureuse de l'entendre, et il est surpris de voir ce côté d'elle, parce qu'il ne pouvait pas saisir sa personnalité dans le jeu. Kudo voit soudainement une colonie d'elfes noirs, à travers la vision du scout, et il remarque qu'ils sont tous rassemblés, pas trop loin de leur emplacement. Après avoir appris la présence des elfes noirs, TU se rend compte qu'ils sont vraiment dans le monde fantastique. Mais c'est un soulagement, comme les elfes noirs ont tendance à être penchés un peu vers le mal. Takudo se demande si cela signifie qu'ils sont dans le monde des nations éternelles, et il pense que ce serait mauvais. Si c'était le territoire de départ de quelqu'un d'autre, il veut éviter la guerre maintenant. Et ils pensent qu'ils devraient faire de leur mieux pour rester cachés. Pour le moment, To mentionne que la frontière, un autre empire, est la pire chose qui puisse leur arriver, mais ATU lui dit de ne pas s'inquiéter, déclarant qu'ils peuvent simplement s'enfuir dans le pire des cas. Il est d'accord avec elle, et mentionne que leur royaume aime la paix. Ils devraient donc simplement rassembler plus d'informations sur la région, et si les choses semblent mauvaises, ils peuvent courir loin. Alors qu'ils célèbrent toujours leur nouvelle stratégie, ils sont perturbés par l'arrivée soudaine de certains elfes noirs là-bas. La scène bascule vers le passé, où nous voyons le même groupe d'elfes noirs qui a rencontré Takuto, erré dans la forêt à la recherche de nourriture. Les membres du groupe disent à leur capitaine qu'ils devraient simplement quitter les terres maudites, mais il leur rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix, puisqu'ils ont déjà été chassés de leurs terres, et ils n'ont nulle part où aller. Il doute que les enfants puissent supporter ça plus longtemps, et il est sûr qu'il doit y avoir de la nourriture, quelque part par ici. Comme il y a beaucoup de végétation à cet endroit, l'un des membres de son équipe s'appelle Emily, que les terres sont une mer d'arbres, s'étendant à travers le bord d'Hydraja, territoire inexploré. Et les textes anciens disent que quelque chose, le mal est scellé dans ces terres, ce qui ne permet pas à la vie de prospérer ici. Jia pense que ce n'est qu'une superstition, et il mentionne que les arbres ici sont vraiment denses, et il est sûr qu'ils peuvent trouver quelque chose à manger. Jia déclare qu'ils ne devraient pas abandonner l'espoir, croyant que les esprits de leurs ancêtres vont leur montrer le chemin pour surmonter cette épreuve. Il convient que cette forêt est troublante, mais il n'a pas la possibilité de faire
demi pour le bien de son peuple. Juste à ce moment-là, il tombe sur To et il remarque qu'il est entouré par les ténèbres qui lui font peur car il croit que To est dangereux pur mal. Jia pense qu'un faux mouvement, toute sa race sera anéantie, alors il décide de s'agenouiller devant lui. Il se présente comme le capitaine Jia du clan des elfes noirs appelé Mazaram. Il mentionne qu'il consent. Kudo est un puissant et noble. Alors il s'excuse d'avoir pénétré sur ces terres. ATU est heureux de voir qu'ils comprennent ce que signifie mettre les pieds ici. Et elle se demande ce qui les a fait briser le tabou de venir là-bas. Jia explique que leur clan résidait autrefois dans les terres centrales d'Hydraja, mais comme il bavarde sur la façon dont il est arrivé là, ATU lui dit qu'elle n'a pas le temps pour ça. Lui demandant de couper à la poursuite et aller droit au but, il révèle qu'ils ont été chassés de leur terre et ils n'avaient nulle part où aller. Alors ils sont venus dans cette forêt. To leur demande s'ils ont faim, ce qui surprend Jia, mais ATU lui dit de répondre. Alors il mentionne que leur persécution était si sévère qu'ils ont dû fuir, laissant derrière eux toutes leurs affaires. Ils ont manqué de nourriture en cours de route et ils n'ont pas mangé depuis des jours. Ils se demandent pourquoi ils doivent endurer une cruauté comme celle-ci, pensant qu'ils n'ont rien fait de mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est un endroit sûr où vivre. Juste à ce moment, To convoque des pommes et il leur dit mangez. Mais c'est la première fois que les elfes voient des pommes. Alors Jia se demande s'il devrait commencer à manger immédiatement. Mais il pense que ça pourrait paraître offensant. Pendant, il remarque que ses coéquipiers mangent les sans aucun souci et il semble l'apprécier. To leur donne aussi des poires et ATU demande à Jia de profiter de la nourriture. Son maître leur a donné, mais Jia s'incline en demandant s'il peut apporter ses fruits à ceux qui restent. Comme il y a des enfants parmi eux, ils n'ont pas mangé depuis des jours. To entend son appel et leur donne plus de nourriture, ce qui choque ATU. Comme elle n'aime pas qu'il gaspille ses pouvoirs comme ça, après avoir vu sa gentillesse, Teiya réfléchit à la façon dont les elfes noirs sont une race vilipendée, qui a fui la lumière, et ce haine, et par la miséricorde des elfes, qu'ils ont même été autorisés à survivre. Ils ont enduré tant de difficultés, et ils sont obligés de vivre dans des endroits intouchés par la lumière. Ils croient, personne ne les a jamais connus comme ça, et ils remercient tous Takuto pour son cadeau. Pensez que tout semble être un miracle. Jia lui demande qui il aime et To ne répond pas, et leur dit simplement que la nourriture leur appartient maintenant. En attendant, nous voyons que les autres elfes noirs meurent de faim, s'accrochant à l'espoir que Jia va leur apporter quelque chose à manger. Juste à ce moment, Jia et son groupe arrivent, et ils peuvent sentir les délicieux fruits. Ils partagent tous joyeusement les uns avec les autres. L'un d'eux demande à Jia comment il a réussi à avoir autant de nourriture. Alors il mentionne qu'ils sont juste tombés dessus. Ne pas lui parler de To. La nuit, alors tout le monde dort, nous voyons Jia monter la garde, et le chef du village nommé Multer le rejoint. Il mentionne que les fruits que Jia a ratés très spéciaux, et même dans sa longue vie, il n'a jamais vu de fruits comme cela. Jia est d'accord, et l'aîné demande ce qui s'est réellement passé. Alors Jia et qu'ils ont rencontré Len, être des légendes, dans la forêt. Celui qu'Emilie a mentionné a été scellé dans les terres maudites. L'aîné est surpris d'avoir rencontré le roi de la ruine, et Jia demande s'il a entendu parler de lui. Alors Multer note qu'il en sait un peu sur lui. Des temps anciens et des contes populaires on dit que lorsque le monde devient surpeuplé, le roi de la ruine apparaîtra, et il détruira tout ce qui existe, remettre le monde sur une table rase. Personne ne sait si c'est vrai, mais personne ne peut garantir que c'est faux. Il demande si être s'est nommé, mais Jia déclare que ça n'a jamais été le cas. Mais ça avait l'air aussi terrifiant que son nom l'indique. L'aîné se demande s'il a parlé avec le roi, et Jia lui parle d'ATU, qui leur a transmis les paroles du roi. L'aîné ne sait pas si il voulait dire était le roi de la ruine. Mais quoi que ce soit, ça n'a pas l'air bien pour leur avenir. Multer explique que, maintenant qu'il a mangé et reconstruit son mana, il peut sentir que quelque chose ne va pas dans la forêt. Il demande à Jia qu'il a donné en échange de la nourriture, alors Jia lui dit que l'on ne lui a rien demandé. Ce qui surprend le vieil homme, puisqu'aucune chose maléfique dans ce monde ne donne quelque chose, sans prendre quelque chose en retour. Jia dit qu'ils viennent de répondre à certaines de ses questions, et il croit que le roi de la ruine leur a fait main forte. Par bienveillance, le vieil homme ne peut pas y croire. Alors Jia encore une fois, lui dit qu'il croit que le grand a eu pitié d'eux, et leur a donné de l'aide, mais ça met Multer en colère, puisqu'il n'utilise que le titre du grand, ceux qu'il respecte. Jia pense que Takudo mérite le titre, puisqu'il leur a sauvé la vie en leur offrant ses fruits, mais Multer pense qu'il est sous une sorte de charme. Pendant Jia rejette l'idée, rappelant au vieil homme les bénédictions du roi sur eux, qui leur a donné la force d'argument. Il demande à Mulder que dans ces circonstances, qu'est-ce qu'il était censé faire, et même Mulder ne connaît pas la réponse à cette question. Alors il dit juste à Jia qu'il a bien fait. Il mentionne que puisqu'il est le chef de leur rue, dans le futur, il s'occupera des négociations avec le roi, et il est sûr que son expérience s'avérera utile. D'un côté, nous voyons ATU gronder Takuto pour avoir gaspillé son mana pour les elfes noirs, et il déclare qu'il se sentait juste mal pour eux. Elle lui dit qu'il ne peut pas gaspiller son mana quand ils ne font que commencer en tant que civilisation. Mais To lui demande de remonter le moral, déclarant qu'il fera ce qu'elle veut. Otto mentionne qu'elle n'est pas si en colère, qu'il lui accorde un tel plaisir, et il déclare qu'il ne peut tout simplement pas faire ça sans elle. Ça fait fondre son cœur et elle oublie sa colère, alors elle commence à s'excuser pour sa grossièreté, pour lui dire de lui commander comme il l'entend. Puis Takudo se souvient qu'il ne pouvait pas vraiment bien parler avec les elfes noirs. Elle mentionne comment elle pensait qu'il jouait un
un rôle, comme un être puissant, et laisser ses vassaux parler. Ses yeux se remplissent de larmes, alors qu'il se rend compte qu'il est juste socialement maladroit, rappelant qu'il n'avait pas beaucoup de gens à qui parler dans son monde, cédant à droite. Puis le Bug Scout revient, et dit à Takuto que les elfes retournent dans la région. Takuto est pris au dépourvu par leur retour, mais il pense que c'est logique. Après tout, il leur a donné plus de nourriture qu'ils ne pouvaient en. Lors de leur dernière visite, il suppose qu'ils sont de retour pour récupérer le reste. Avec les cultures voisines, si différent de son propre conflit, se sent inévitable. Takuto veut vraiment juste que les elfes prennent la nourriture et partent. Il pourrait exiger qu'ils restent en dehors de la forêt, mais cela signifierait devoir parler à quelqu'un par ATU, et il n'est pas impatient de ça. ATU remarque que Do est clairement dérangée par la situation, alors elle propose une solution. Elle prendra en charge toutes les négociations en son nom. De cette façon, Takuto peut maintenir l'image d'un roi respectable. Plutôt que de révéler sa maladresse, il pense que l'idée sonne bien, mais demande avec hésitation si c'est vraiment bien pour elle de tout gérer. ATU le rassure qu'elle est plus qu'heureuse d'aider, et n'a aucun problème à être sa voix. Peu de temps après, Multer et Jia arrivent et s'agenouillent devant Takuto. Multer se présente en tant que chef de la tribu des elfes noirs, et exprime ses sincères remerciements pour avoir fourni à son peuple la nourriture dont il a tant besoin. Il demande le nom de leur sauveur, qu'il puisse offrir une gratitude appropriée, après un rapide œil pour obtenir la confirmation de Do, et de déclarer fièrement qu'ils se tiennent devant le roi de la ruine. Takuto et Jia est choqué de découvrir Takuto est vraiment le légendaire roi de la ruine, mais ils doivent rester polis. Multer exprime sa gratitude une fois de plus pour la générosité de Takuto. Takuto, soulagé que les discussions se soient déroulées sans heurts, ne voit qu'une raison de tension avec les elfes. Adu cependant les exhorte à prendre les fournis et à partir immédiatement. Jia et Mulder sont tous les deux déconcertés. Ils avaient supposé que le roi de la ruine exigerait un prix élevé pour son aide. Alors ils demandent avec hésitation à ATU s'ils sont vraiment autorisés à partir sans rien donner en retour. ATU souligne qu'ils n'ont rien de valable à offrir de toute façon. Walter est inquiet de par la dette non réglée. Traiter avec quelqu'un d'aussi puissant que le roi de la ruine, les conséquences pourraient être désastreuses. Peut-être même leurs âmes, mais il garde cette peur pour lui. Sentir la montée soudaine de la tension. Takuto met ATU de pour une discussion privée. ATU est clairement montrée par l'inflexible de Mulder. Et elle est convaincue que, si les elfes sont livrés à eux-mêmes, ils finiront par devenir un problème. Dans cet esprit, elle suggère carrément qu'ils les éliminent tous. Mais la véritable intention de Takuto était de former une relation profite aux deux parties. Il s'est rendu compte que Mulder se sentait mal à l'aise d'accepter de l'aide sans rien donner en retour, surtout de quelqu'un avec un titre, comme le roi de la ruine. Alors, Takuto pose qu'il demande une forme de compensation pour mettre Mulder à l'aise. TU convient que c'est une décision intelligente, et transmet le message de Takuto aux elfes. Mulder se détend visiblement. ATU essaie toujours de décider du type de paiement qu'ils doivent demander. Elle se tourne vers To pour obtenir des conseils, et il suggère, elle s'enquiert du monde au-delà de la forêt, suivre son exemple. TU informe Mulder qu'en échange de leur aide, il doit partager sa connaissance du monde extérieur avec To. Mulder est d'accord, mais ATU indique clairement que, une fois qu'il a répondu à cette demande, lui et son groupe doivent quitter la forêt sans tarder. Cependant, cela laisserait les elfes sans abri une fois de. Mulder supplie Takuto de les laisser rester dans la forêt, mais ATU l'arrête rapidement, avertissant que s'il valorise sa vie, il ne doit jamais révéler l'existence d'O. Jia ouvre la bouche pour argument, sachant que les elfes noirs ne survivront pas s'ils sont exilés, mais Mulder l'arrête, ne veut pas provoquer la colère de To, alors que Jia et Mulder Takuto hésitent à les regarder partir. Il se demande si c'est vraiment juste, il n'a jamais voulu causer des difficultés aux elfes. Puis il a une idée avant qu'ils ne disparaissent. Il les appelle avec une offre inattendue. Il demande s'ils sont prêts à devenir citoyens de sa nation. Les elfes sont tellement choqués par la position qu'ils restent sans voix. Même ATU est pris au dépourvu. Tire rapidement To de côté pour un autre chat privé, demandant pourquoi il dirait quelque chose comme ça. To explique qu'il envisageait amener les elfes noirs dans leur giron à travers le système des réfugiés. Une fois qu'il l'a dit de cette façon, ATU commence à voir la logique et admet que c'est peut-être un plan solide. Les elfes noirs ne sont pas naturellement alignés avec bien ou le mal, donc ils n'entreraient pas en conflit avec le royaume maléfique. Takuto. En plus de ça, dans le jeu, la population principale de Minagra était composée d'homoncules. Alors Takuto se tourne vers ATU et demande si elle veut vraiment vivre dans un royaume où ce sont les seuls êtres. Maintenant que l'ATU soutient l'idée, elle s'adresse directement à Mulder et Jia. S'ils jurent fidélité à Minagra, ils gagneront la protection de Takuto. Mulder demande des éclaircissements. Déclare TL clairement que l'alignement avec Minagra signifie que les elfes noirs vont désormais être qualifiés de diaboliques. Le choix de rejoindre Minagra est entièrement le leur, mais ATU leur assure que s'ils le font, ce sera au moins une expérience intéressante. Quelque temps plus tard, Takuto et ATU se dirigent vers le camp des elfes noirs. Alors que les elfes ont finalement pris une décision, ATU est légèrement ennuyé que cela leur ait pris si longtemps. Mais Takuto n'est pas surpris, après que tous les deux les aient avertis que rejoindre Minagra signifierait être considéré comme diabolique. Finalement, ils ont atteint le camp des elfes noirs. Et dès qu'ils arrivent, Walter déclare à tout le monde que leur nouveau roi est venu. Les elfes s'agenouillent immédiatement,
et font place au Takudo. Alors qu'ils s'approchent du trône, ils l'ont préparé, certains d'entre eux ont visiblement peur en le voyant pour la première fois, tandis que d'autres ont l'air ravis. Pendant ceux qui s'approchent trop sont rapidement dépassés et évanouir de l'intense énergie sombre rayonnant de lui. Jia prévient rapidement. Tout le monde ne doit pas regarder directement To, craignant qu'il ne le prenne comme un signe de manque de respect, mais Takuto lui-même n'est pas dérangé. Après avoir pris sa place sur le trône et les elfes noirs sont assemblés. Takuto annonce officiellement, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes présentes sont désormais citoyennes du Minagra. Et juste comme ça, les elfes noirs deviennent son. Eria s'attendait honnêtement à quelque chose de plus dramatique, d'autant plus qu'ATU a mentionné qu'il deviendrait mauvais. Soudain, une vague de haine intense envahit son corps, alors qu'il se souvient de tous les torts qui lui ont été causés, et son peuple. La même chose arrive au reste de l'elfe noir. Tribu. Alors que les souvenirs douloureux de leur persécution refont surface, un sentiment de soulagement et d'espoir les envahit. Ils sont vraiment reconnaissants et excités d'avoir quelqu'un comme Takuto à leur côté. Quelques jours passent dans le nouveau royaume de Minagra, mais les choses vont terriblement. Alors qu'il examine la carte que Multer lui a donnée, il devient de plus en plus irrité. Ça doit être le pire point de départ. Remarquant sa frustration, TU lui demande ce qui le dérange. Il montre la carte et décrit comment, au nord de la forêt se trouve le saint royaume de Kalia, consacré au dieu Arlos et au royaume Eldelna, qui vénère la nature à la fois fortement alignée sur le bien. Si l'un ou l'autre est découvert, l'existence de la nation malais de Minagra, Kudo et ATU seraient condamnés. Ils n'auraient aucune chance dans une bataille directe contre de telles nations formidables. Pour rendre les choses en plus difficiles, cette forêt maudite n'a aucune ressource utilisable, rendre la situation brutalement injuste. Pendant, ils ont maintenant les elfes noirs. De leur côté, ce qui devrait aider à penser pour les lacunes actuelles du royaume. Juste à ce moment, l'ATU remarque que les elfes rochent, et son expression s'illumine, probablement qu'ils apportent des nouvelles intentes. Peu de temps après, Multer et Jia se présentent, cette fois avec Emily. Jia et Emily est incroyablement intelligent et bien informé sur les cultures des nations étrangères, donc il est confiant. Elle sera un atout précieux pour les plans de Takuto, apprécie le soutien supplémentaire. Mais il remarque rapidement à quel point il semble nerveux. Autour de lui, donc, il doit les rassurer automatiquement, qu'il n'y a pas besoin d'être si formel. Aller de l'avant Otto leur fait savoir que Takuto a pris des décisions sur la façon dont mon Nagura sera exécuté à partir d'aujourd'hui. Multer et Jia seront affectés à des rôles Multer sera chargé de gérer les affaires de la nation, et d'après ce que l'ATU a entendu, il est capable d'utiliser la magie. Alors elle compte sur lui pour livrer. Dia sera nommé le suprême commandant militaire des forces de Minagri, avec un commandement complet sur toutes les troupes. Profondément honoré, il jure écraser sans pitié quiconque s'oppose à Takuto. Sans hésitation, Takuto est légèrement énervé par le comportement intense de Jia et demande à ATU de clarifier qu'il favorise la paix, leur ordonner éviter les agressions inutiles, à moins que l'ATU ne provoque le licenciement de tout le monde pour le moment, leur demander de se reposer avant de commencer à construire des abris dans la forêt. Walter la remercie pour cette pensée et essaye de booster son image en affirmant que son expertise le rend loin plus précieux qu'un simple guerrier comme Jia, mais Jia riposte immédiatement, arguant qu'un vieil homme comme Mulder ne sera pas d'une grande aide construire quoi que ce soit de toute façon. ATU ignore leur argument. Sentir leur enthousiasme à se mettre au travail, il se tourne vers Kudo et demande s'il devrait commencer la construction immédiatement. Il accepte de suggérer commence à rassembler du matériel, mais avec caution sans nuire à la forêt. Adu approuve l'idée et vérifie avec Mulder, qui confirme que c'est faisable, tant qu'ils construisent les maisons, principalement des grands arbres. Kudo est heureux d'apprendre que c'est possible, alors il leur dit de commencer dès qu'ils le peuvent, mais leur rappelle de reboiser au fur et à mesure. Les trois sont prêts à commencer, mais ils font une pause. Ils ne savent pas ce que signifie en reboisant. Takuto est décontenancé par ça, surpris qu'ils ne connaissent pas le concept, surtout que d'après ce qu'il a entendu, les gens de ce monde auraient déjà dû déverrouiller le piment de la forteresse. Demande s'ils sont au moins familiers avec la magie militaire ou les éléments de 6e année, mais Multer admet, il n'a jamais entendu parler que de 4 grands éléments. Emily ajoute, il est peu probable que quelqu'un des autres nations, je connaîtrais la magie militaire de toute façon. Cela conduit Takuto et ATU concluent que les gens de ce monde sont beaucoup moins avancés que ce à quoi ils s'attendaient. La technologie magique des elfes noirs en particulier est bien en deçà des normes de To. Encore si le reste du monde est au même niveau, à Kudo, ils n'auront pas de mal à rattraper leur retard. ATU applique le concept de reboisement. Cela signifie essentiellement planter de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui sont coupés, aider à préserver la forêt. Cependant, puisque les arbres mettent généralement des décennies à pousser seuls, dans ce contexte, la déforestation fait référence à une méthode spéciale qui utilise des éléments magiques pour accélérer le processus. Elle prétend que c'est une technique personnellement développée To. Bien sûr, c'est un mensonge complet, puisque Takuto n'a pas inventé ça. Emily est vraiment excitée à l'idée que Takuto détient des connaissances aussi impressionnantes. Elle se demande s'il était celui derrière la création des pommes. Il a partagé avec eux. Elle mentionne également qu'elle a planté quelques-uns des pépins de raisin et ils ont déjà commencé à germer. Elle est ravie de voir comment ils vont se passer. Mais dès qu'elle parle de planter des pépins de raisin, Takuto et ATU tombent complètement silencieux. Réalisés, ils n'avaient même pas pensé à faire ça eux-mêmes. Dans ce monde, les fruits comme les raisins et les pommes n'existent pas naturellement. Mais Takuto a réussi à les produire en utilisant ses compétences de production d'urgence. Si sa théorie est correcte,
correct, la capacité ne se limite pas à créer de la nourriture. Pour tester cela, il essaye d'invoquer une pièce, et il apparaît sans problème. Tout comme il espérait que cette percée signifie que, tant qu'il a assez de mana, il peut générer n'importe quoi, de la poudre à canon, aux métaux de base. Même le pétrole, et il est clair à quel point il est incroyablement maîtrisé. Cela fait de lui le Saint-Empire, a reçu des rapports d'une force sinistre, tapis dans la forêt en réponse. Le Saint est envoyé pour enquêter, accompagné d'un cardinal et d'un petit groupe de chevaliers, tandis que les chevaliers ont entendu des histoires, des capacités extraordinaires du Saint, elle leur apparaît comme rien de plus qu'une fille normale. Mais quand il rencontre une horde de gobelins, elle prouve quoi elle est tenue en si haute estime. Par Dundee. Selon les enseignements du dieu Arlos, créatures sauvages comme les gobelins sont considérées comme un fléau qui doit purger. Avec une seule motion de son personnel, elle les incinère dans une vague de feu divin. En les réduisant en cendres, les chevaliers sont les sans voix par ce qu'ils viennent de voir. Le cardinal alors explique que le pouvoir de Selena est l'une des principales raisons. L'Empire a réussi à maintenir la paix avec les elfes et repousser les ténèbres qui menacent Hydrogia. C'est ce pouvoir même. Cela lui a valu le titre de l'un des 7 grands saints du continent. Selena demande au cardinal s'il y a eu des mises à jour concernant la présence inquiétante. Elle a senti dans les terres maudits. Cependant, cardinal qu'il ne peut pas simplement déployer des paladins dans cette région, dans leur pays. Exprimer son inquiétude pour le sud est considéré comme absurde et sans raison impérieuse. Elle, Église centrale, n'autoriserait jamais une telle enquête. Selena informe le cardinal que, s'il refuse d'envoyer des paladins, elle enquêtera elle-même sur l'affaire. Cependant, le cardinal lui interdit, expliquant qu'en tant que saint, ses actions pourraient nuire à la réputation de elle, Église, voire sa détermination. Il accepte à contre-cœur d'envoyer certains de ses soldats pour examiner la situation, alors qu'il s'éloigne. Il est clairement agacé par l'entêtement de Selena. Pendant ce temps à Minegra, les elfes noirs ont poussé avec diligence en avant, avec haute conscience, et enfin la salle du trône est terminée. Takudo est ravi de ne plus dormir sous les étoiles. Et avec cet état, sa nation fait un pas. Rapprochez-vous de la conquête du monde. Juste à ce moment-là, les administrateurs de To arrivent. Pour leur réunion des affaires intérieures prévues, ils apportent de bonnes nouvelles. Ils ont terminé la conception de la nouvelle tenue. Il a demandé que cela remonte encore plus le moral de comme il est fatigué de porter son pyjama tout le temps. ATU. Et les autres sont heureux de voir à quel point Takuto adore sa nouvelle tenue. Mais il y a des problèmes plus urgents à résoudre. Ils doivent commencer leur réunion. Cependant, To est un peu préoccupé, admirant toujours son nouveau look. Voire ATU suggère. Ils vont de l'avant et commencent la réunion sans lui. Tout d'abord, Molter se tourne vers ATU et demande sur quel bâtiment il devrait se concentrer depuis en dehors de la salle du trône. Pas grand chose d'autre n'a été construit. Ils ont déjà pris soin des bases, nettoyé la zone et coupé les branches voisines. Donc ATU conseille qu'il commence par une installation de production alimentaire, comme s'assurer que tout le monde a suffisamment à manger et leur préoccupation la plus urgente. Molter se demande pourquoi ils ont même besoin de s'inquiéter de la nourriture, quand Takuto peut simplement le créer avec ses pouvoirs, mais ATU explique qu'ils ne peuvent pas dépendre de lui toujours. Et s'il n'est pas là un jour, Multer admet qu'elle a raison. Avec cette ATU réglée, dit qu'il est temps de commencer et sort un arbre étrange. Molter est choqué par ce qu'il voit et demande à ATU ce que c'est. Elle explique que c'est un arbre à chair, le nom seul troublant. Mais la réalité est encore plus troublante. C'est un arbre étrange produit de la viande, avec une saveur identique à la chair humaine. ATU explique que ce n'est que la première phase de leur plan de production alimentaire. Mais Multer, Gia et Emily sont tous d'accord que la plupart des gens ne seront pas impatients de manger quelque chose qui a le goût de la chair humaine. ATU les rassure qu'ils trouveront d'autres sources de nourriture à l'avenir. En attendant, ils ont besoin d'un endroit pour stocker la viande des arbres. Alors Emily se porte volontaire construire une installation de stockage. Le prochain sur leur liste est la recherche, puisqu'ils ont besoin d'une technologie de pointe pour faire des progrès rapides. Molter demande sur quel type de technologie il devrait se concentrer et ATU lui dit que la magie, la technologie basée est la clé. Surtout la magie conçue pour un usage militaire. La magie ordinaire permet à une personne de faire une douzaine ou 6 ennemis à la fois, quelque chose que Molter peut déjà faire. Cependant, la magie militaire est bien plus puissante, permettant des attaques sur des milliers simultanément et même modifier le champ de bataille pour un avantage stratégique. Molter est étonné de découvrir qu'une telle magie existe et est impatient de le maîtriser. Déterminé, il déclare qu'il supervisera lui-même la recherche. Le dernier point à l'ordre du jour est la planification militaire. Et Gia se porte rapidement volontaire, commencer à rassembler une armée. Cependant, Takuto l'arrête, expliquant qu'il ne veut pas investir massivement dans l'armée. Pour l'instant, les armées ne génèrent pas de ressources, ils ne les utilisent que, et actuellement, Minogra n'a pas les ressources pour en tenir un. Plus de cela, même s'ils ont réussi à former une armée, ils sont encore trop faibles pour gagner de vraies batailles. Rendre l'effort dénué de sens pour le moment, objet Gia faisant valoir que dans leur état actuel, ils n'ont pas les moyens de défendre To si elle était ciblée en plus. Multer et Gia ont toujours des primes sur eux, en tant qu'anciens chefs de la tribu des elfes noirs, faisant des cibles potentielles pour les chasseurs à tout moment, compte tenu de la situation. To convient qu'ignorer la défense serait imprudent, mais il ne veut toujours pas verser de ressources dans la construction d'une armée entière. Au lieu de cela, il décide de créer un héros. Adu soutient le plan en disant que c'est une décision intelligente. Alors
Alors qu'un héros est cher à produire, il est beaucoup plus gérable de soutenir une personne que de soutenir toute une force militaire. Molter et Gia sont déconcertés par la mention d'un héros par alors il lui demande de clarifier. Elle explique que, à Minera, il y a plusieurs héros qui servent le roi, chacun incroyablement fort avec capacité unique, bien que leur personnalité excentrique peut les rendre difficiles à gérer. Invoquer un héros nécessite de remplir certaines conditions, mais compte tenu de leur progrès actuel, ça ne devrait pas tarder avant qu'ils puissent appeler un quart. De plus, invoquer un héros n'attirera pas beaucoup d'attention. Permettre à Minagra de rester caché tout en gagnant plus de puissance, qui s'occupe des problèmes intérieurs immédiats. Pour l'instant, le bien-être des citoyens de Minor est une priorité absolue. Pourtant, après tout, leur bonheur alimente directement son approvisionnement en mana. Pendant ce temps dans l'Empire, le paladin Lonia est profondément en prière à l'intérieur de la cathédrale. Quand son partenaire, paladin Verdel, s'approche pour lui parler, Lonia lui demande de garder sa voix basse, lui rappelant que c'est un lieu de culte. Verdel cependant, essaie juste d'engager une conversation amicale, puisqu'ils ont tous deux été athées aux mêmes enquêtes. Il est presque temps pour eux de partir. Alors Lonia se lève et remarque son alliance, qu'il porte comme porte-bonheur, un signe qu'il a une famille qui l'attend à la maison. Verdel pose des questions à leur sujet. Elonius répond qu'il a une femme nommée Marcha et une fille nommée Mina. Cependant, il ajoute que sa vie personnelle n'est pas pertinente pour leur mission, et il n'a pas l'intention d'en discuter davantage. Lonius avait entendu dire que Verdel était rude sur les bords, et manque de manières, et ces rumeurs se sont avérées vraies. Mais malgré ça, il ne semble pas être une mauvaise personne. Ses capacités sont impressionnantes, assez pour lui gagner le respect en tant que paladin. Quand Virgile commence à se plaindre de recoincer avec ce quoi, comme une mission inutile, que lui rappelle Plutonius, qu'ils sont en fait enquêtés sur l'une des révélations de Sainte Selena. C'est donc une tâche qui mérite leur attention. Même si Burdle trouve ça bizarre, une équipe aussi décevante est constituée. Quelque chose d'aussi important que la révélation d'un saint, lui et Lonius sont les seuls paladins affectés à la mission. Les autres ne sont que des mercenaires, amenés à composer les chiffres. Les choses ne semblent pas vraiment prometteuses, surtout avec la mission, les emmener dans la forêt du sud. Toujours, la principale préoccupation de Verdil est de terminer le travail rapidement, pour puisse rentrer chez lui possible. De retour à Minagro, la construction progresse sans heurts, et le règlement est enfin commencé à ressembler à une vraie civilisation. Les elfes noirs ne sont plus, semblent perturbés par la présence des arbres à chair. Couteau est ravidé, être témoin de tout de première main est une expérience totalement différente de ce à quoi il était habitué en jouant au jeu. Emily fait visiter Takuto, pointe vers le où la plupart des maisons sont construites parmi les cimes des arbres. Elle explique que, parce qu'elle donne la priorité à la production alimentaire, elle n'a pas pu consacrer beaucoup d'efforts pour les logements. Encore les arbres à chair se développent bien, signifiant la nourriture. L'installation de stockage sera probablement terminée sous peu. En attendant, Multer a travaillé sur ses recherches magiques à l'institut de magie qu'il a créé, et la part des citoyens qui ont du talent en magie participaient à ses recherches. De plus, ils ont découvert une source à proximité. Ils ont donc maintenant une source d'eau sécurisée. Et enfin, ce bâtiment servira de bureau public, où les réunions administratives de Minagra auront lieu. Emily avait espéré le rendre un peu plus élégant, mais c'était le mieux qu'elle pouvait gérer. Compte tenu des ressources limitées, Kudo est impressionné par l'initiative. Elle fait un excellent travail, et il est aussi heureux de voir les elfes noirs, qui étaient proches de la mort quand il les a rencontrés pour la première. Maintenant l'air en bonne santé et plein de vie, Emily est un peu nerveuse, puisqu'elle ne peut pas dire ce que pense O. Alors elle demande s'il est sapé de son travail juste à présent, et Takuto lui dit qu'elle a fait un excellent travail. Il se dit heureux de la voir comme l'une de ses citoyennes. Et entendre les éloges est la meilleure chose qu'Emily aurait pu demander, et elle est si heureuse qu'elle fond en larmes. Prêt être ressaisie. Emily emmène O voir la flèche farm, qui s'est bien développée grâce à tous les outils agricoles qu'il a fournis. Elle est toujours effrayée par les arbres à chair, et change rapidement de sujet, en disant qu'elle veut montre-lui une pseudo qu'elle a découvert. Elle conduit Takuto et ATU dans la forêt. Mais étrangement, l'environnement est différent de ce qu'ils étaient avant. Quand ils atteignent enfin la source, Emily est choquée de constater que l'eau a tourné. Pitch Black, Multer et Gia arrivent peu de temps après, ayant entendu dire qu'Emily prévu de construire un aqueduc près de la source. Mais maintenant que l'eau a l'air comme elle le fait, il suppose que ce n'est plus utilisable. Tout comme tout le monde commence à perdre espoir. ATU prend la parole et leur assure que l'eau est toujours complètement en sécurité. Elle s'agenouille et prend une gorgée elle-même. Les autres sont abasourdis qu'elle prendrait un risque si audacieux, mais elle les exhorte ensuite à prendre une profonde inspiration. Quand ils le font, ils sont surpris de constater que l'air se sent en quelque sorte plus propre que d'habitude. C'est l'un des avantages de la nation malveillante de Minogra. Son influence corrompt la terre environnante, le transformer en terrain maudit. Ce seul maudit porte de petites améliorations au mal, créatures alignées, en affaiblissant ceux qui sont neutres ou bons. Donc même si l'eau, l'air et le sol peuvent sembler inquiétants et toxiques, ils ne font aucun mal aux méchants citoyens de Minera. Il n'y a qu'un petit problème, avoir une forêt maudite. L'effet se démarre va à l'encontre du but de rester sous le radar. C'est gérable pour l'instant, tant que la zone maudite reste limitée, mais à mesure que Minagro grandit, il sera plus facile pour les ennemis de les repérer. C'est pourquoi Gia et Multer croient il est temps de commencer à construire l'armée. Gia en a parlé plus tôt encore. TU leur assure qu'il n'y a pas besoin de stresser. Depuis un héros, seul est assez fort face à toute menace. Dans les premiers stades, Multer et Gia, je ne compte toujours pas complètement ce dont un héros est réellement capable. TU pourrait entrer dans une équation détaillée sur les stats, mais elle pense que ce sera plus rapide de simplement leur montrer. Première main, les tentacules jaillissent du dos d'Ali en un instant et les utilise pour abattre tous les arbres à proximité. Walter et Gia
gars sont complètement stupéfaits par ce dont ils viennent de témoin. Adu explique ensuite qu'elle est aussi un héros, et après avoir passé du temps dans ce monde, ses pouvoirs commencent enfin à revenir. Cependant, ils sont encore loin de ce qu'ils étaient à son apogée. Le point clé est que les héros sont extrêmement puissants, et ne deviennent plus forts qu'avec tant qu'ils évitent les menaces majeures pendant un certain temps. Kuto pense qu'ils iront bien, cependant, il est légèrement ennuyé par ATU, pour détruire inutilement des arbres, juste pour montrer son pouvoir. En attendant, Multer et J restent étonnés par les capacités de Do, et sont ravis de construire un palais digne de sa grandeur. Cependant, Takroit, ce serait une utilisation inutile des ressources. Alors il refuse de dire qu'il n'en a pas besoin, mais tout le monde soutient qu'un château est essentiel. Ils auraient honte en tant que ses sujets, s'ils n'en avaient pas, comme ils font tant de bruit à ce sujet, a dû dit Tato. Il pourrait aussi bien en faire construire un pour les garder heureux. Kuto reconnaît qu'un palais serait impressionnant. Comme il avait déjà rêvé de construire un château flottant un jour, semble maintenant être le moment idéal pour commencer. Surtout que tout va si bien. Cependant, ce qu'il ne réalise pas, c'est que les paladins avancent vers les ténèbres, continents, et quand ils se croisent enfin, une guerre risque d'éclater. Pendant qu'ils voyagent, Virgile complimente Lornius sur l'embauche réussie de tant de mercenaires. Lornius répond que ce n'est pas une tâche facile, surtout parce que la plupart des mercenaires locaux sont actuellement employés dans le nord. Apparemment, un groupe de barbares s'est soudainement présenté dans la province du nord, et a commencé à attaquer les villages voisins. Le Saint et son armée ont été dépêchés faire face à la menace. Mais les choses là-haut restent désastreuses. L'un des mercenaires remarque qu'ils sont soulagés. Ils n'ont pas à attaquer les barbares eux-mêmes. Un autre carillon en disant que ça vaut le risque depuis qu'il a entendu dire que le salaire est excellent. Cependant, il y a aussi des chuchotements à propos d'une sorcière repérée dans la région, et aucun d'entre eux ne veut s'impliquer dans ça. Verdel leur dit qu'il ne sert plus à rien d'en discuter, depuis réel ou pas, que la sorcière du nord ne sera pas leur problème. Ils se dirigent vers les terres maudites du sud. Le groupe se dirige rapidement vers une auberge voisine. De rester pour la nuit pendant qu'ils dînent ensemble, Lornius commence à interroger le mercenaire. Cargaison. Plus d'informations sur la sorcière qu'il a mentionnée, avant que Bargo mentionne qu'il n'a entendu qu'une rumeur, affirmant qu'une sorcière était derrière tout le chaos dans le nord. Cependant, Lornius trouve cette idée ridicule, arguant qu'il n'y a aucun moyen qu'une personne puisse causer une telle destruction, surtout avec un saint déjà envoyé pour gérer la situation. Bargo admet que cela semble improbable. Il n'y croit pas vraiment lui-même, mais insiste sur le qu'il vaut mieux être prudent, qu'il a rencontré une vraie sorcière, serait extrêmement dangereux. Argo trouve ça bizarre, que le royaume a envoyé 2 saints chevaliers si brusquement, surtout de qu'ils se dirigent vers les terres maudites. Il presse Verdil pour révéler exactement ils sont censés gérer, parce que si c'est quelque chose comme une sorcière, Bargo démissionne sur place. Verdil n'avait pas de détails sur ce qui les attendait dans la forêt, mais il a rassuré Bargo que ça ne pouvait pas être trop grave. Il devait spéculer et il dirait, était probable, lié à l'afflux récent d'elfes noirs. Dans la région, le royaume les voulait probablement juste pour s'assurer que les elfes ne semaient pas le trouble. Il se trompe en pensant que Lornius et Bargo terminés. Veuillez lui confiance comme les elfes noirs sont largement considérés par les habitants du royaume en assassins mortels et de malédiction. Lornius est particulièrement inquiet que, si les elfes noirs ne sont pas contrôlés, ils pourraient éventuellement devenir assez puissants pour menacer le royaume. À cause de ça, il veut les éliminer. Pendant, Virgile interrompt, lui rappelant que leur mission est seulement pour enquête. Au moment où les choses deviennent dangereuses ou violentes, leurs ordres sont de se retirer. Bargo se sent soulagé de voir que Verdil est raisonnable, comme il n'a aucun intérêt à participer à un massacre. Lornius par contre, je ne comprends pas pourquoi Verdil laisserait passer l'occasion d'anéantir les elfes noirs. Verdel évoque simplement la famille Lorneus, qui implique qu'il n'est pas prêt à se jeter dans un combat mortel sans une bonne raison. Même si Lorneus ne craint pas de risquer sa vie, les autres mercenaires ont des familles. Ils espèrent revenir à ses pourquoi, sauf si c'est absolument nécessaire. Verdel refuse de mettre leur vie en danger. Lorneus n'est toujours pas convaincu que les elfes devraient épargner, mais son désir de retrouver sa famille l'emporte. À la fin, il choisit de suivre les ordres. Pendant ce temps, Takuto rassemble tous ses citoyens en un seul endroit, insistant pour qu'ils soient témoins de quelque chose d'important. Ils ont l'air confus, alors qu'il se tient silencieusement à côté d'un tas de fruits d'arbres à viande, jusqu'à ce qu'il lève la main et canalise mana en eux. Tout le monde regarde avec anticipation, curieux de voir ce qui va se passer ensuite. À leur grand étonnement, le tas de fruits se transforme soudainement en insectes scouts, juste sous leurs yeux. Le groupe est émerveillé. To avait essentiellement à apporter une nouvelle forme de vie à l'existence, avec juste un simple mouvement. Ku déclare alors que ce n'est qu'un aperçu. Véritable capacité de Taku, et exhorte tout le monde à continuer à se consacrer à lui. Peu plus tard, To revient sur son trône, se sentir soulagé que personne ne l'ait trop interrogé sur la façon dont le Box Scout a été créé, principalement parce qu'il ne le comprend pas vraiment lui-même. Lui et ATU ne font que suivre les étapes du jeu pour y arriver, mais le voir se dérouler dans la vraie vie, il est difficile de comprendre ça. L'idée qu'il suffit d'infuser un tas de fruits avec du mana pourrait réellement donner vie à quelque chose, avec la capacité de produire des soldats en toute sécurité. Maintenant confirmé, Otto déclare, il est temps pour la prochaine étape de leur plan. Forger un héros, le processus sera lent, comme To doit rassembler suffisamment de mana pour le rituel, mais une fois terminé, leur pouvoir sera presque illimité. A peut à peine contenir son excitation, et demande avec empressement à Takuto quel héros il invoquera en premier. Sans hésitation, il choisit Ayla, la reine des insectes, parce qu'elle offre les meilleurs avantages. La présence d'Ayla seule renforce tous les soldats de type insecte dans la forêt, transformer même les insectes scouts en combattants redoutables, mais sa vraie valeur réside dans sa polyvalence. Elle peut engendrer des soldats marva pour le combat et la construction, accélération drastique de la croissance
l'absence de Minegra. ATU félicite pour son brillant choix tactique. Au-delà des avantages pratiques d'Ayla, il est aussi le plus stable parmi les héros disponibles. L'un est un belliciste avide de pouvoir, et l'autre est un pyromane, penché sur l'annihilation mondiale, ce que Takuto ne veut pas gérer à ce stade. Takuto sait toujours qu'il devra invoquer ces deux autres. Finalement, leur pouvoir est tout simplement trop grand pour être ignoré. Il espère juste qu'il ne suscite pas trop de chaos. Quand le moment viendra, préfère de loin profiter d'une vie tranquille dans ce monde. En attendant, les 5 chevaliers rencontrent un géant des collines enragé. Et c'est clair que gérer la situation ne sera pas simple. Lornius ordonne immédiatement les mercenaires pour se préparer au combat, mais avant que la bataille puisse commencer, Vertel fait un pas en avant et demande à tout le monde de se retenir, insistant pour qu'il s'en occupe seul. Lornius commence à tester, mais Verdel lui assure que ce sera plus rapide de cette façon et ils ne peuvent plus se permettre de perdre de temps. Verdel s'approche du géant, commence à réciter une incantation. Lornius alors forme les mercenaires que Verdel utilise l'art secret de la Qualia, une technique analyse énergie divine. Dans son tac par la prière, un géant tente d'écraser Vertel avec son club. Mais Vertel coupe sans effort l'arme en deux. La force accordée par les arts divins pourrait améliorer vos capacités physiques, mais pour les chevaliers sacrés de élite comme Verdel, comparable à la puissance d'un petit dragon. En d'autres termes, le géant n'a jamais eu une chance. Après que Verdel ait tué le géant, Ornus commence à le féliciter son immense pouvoir. Et dit ça avec Virgile et leur équipe, ils peuvent certainement accomplir leur mission sans aucun problème. Cependant, a l'air content et lui dit qu'ils ne peuvent encore être sûrs de rien. De retour avec Takuto, il dévore joyeusement un hamburger, tandis que ATU regarde avec une légère inquiétude. Puis leur arrivée, il vit de la restauration rapide. Et même si elle n'a pas l'intention de l'arrêter, elle suggère qu'il devrait manger quelque chose de plus sain. Mais Takuto mentionne que lorsqu'il a été hospitalisé, il a passé ses derniers jours à manger des repas plus sains. Maintenant il veut juste savourer une cuisine délicieuse. Maintenant qu'il a la chance, juste à ce moment il se souvient qu'il a quelque chose d'intense. Il voulait discuter de Takuto demande à Ateo si elle peut convoquer Jia et Molter pour une réunion. Après cette Ateo accepte de le faire, mais elle est curieuse de savoir de quoi parle cette réunion. Alors Takuto explique que, grâce aux bugs supplémentaires qu'il a eu, il peut maintenant voir plus de la forêt. Alors il veut demander à Jia et Multer pour obtenir des conseils sur la façon dont il devrait le gérer. ATU demande s'il parle du village près de la forêt et il le confirme. Sa plus grande préoccupation est que compte tenu de sa proximité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre l'existence de Minagra. Heureusement, le village ne semble pas être affilié avec le Saint Royaume de Qualia, ce qui les rend probablement neutres. Ce qui signifie qu'il y a une chance pour des négociations pacifiques. Mais si quelqu'un d'autre devait apparaître, ça créerait des ennuis puisque voyager aussi loin signifierait presque certainement ils sont ici pour une mission spécifique. Takuto rassure ATU qu'elle n'a pas besoin de stresser. Après tout, il n'y a aucun signe que quelqu'un les ait encore découverts. ATU le tin. Dire ce genre de discours suscite toujours des ennuis. Tori, mais son rire meurt brusquement quand il remarque que, en fait, des gens sont apparus, et pire, il semble être une escouade de soldats armés. Takuto veut éviter de trop se démarquer. Alors il demande à Ateo d'aller s'occuper des soldats, il lui demande aussi d'essayer d'être pacifique d'abord. Mais si ça ne marche pas, ensuite, elle est libre d'utiliser autant de violence que nécessaire. Juste à l'extérieur de la forêt, les chevaliers se préparent à entrer. Mais avant qu'ils puissent continuer, Verdel sent quelque chose d'inhabituel au-delà des arbres, et dit rapidement à tout le monde d'arrêter. Quelques instants, Otto sort avec une cape, et Verdel et Lornus sont stupéfaits. Il ne s'attendait jamais à rencontrer une jeune vivre au plus profond des bois interdits. Burdle lui demande de dire qui elle est, et ATU prétend être un simple elfe noir, habité dans la forêt avec ses proches. Lornus nourrit toujours du ressentiment envers les elfes noirs, et sur le point de choses d'hostiles. Mais Virgile l'arrête et change la conversation. Explique-il à ATU qu'ils ne sont là que pour explorer la forêt. Et puis, demande si elle serait prête à les laisser entrer. ATU refuse courtoisement leur demande, expliquant que les elfes noirs préfèrent ne pas voir leur nouvelle colonie perturbée sans cause. Lorneus s'offusque, en colère qu'un simple elfe noir rejette une demande des saints serviteurs de Dieu. Pendant, avant de pouvoir répondre davantage, elle lui claque dessus pour garder la bouche fermée. Avant qu'il n'aggrave les choses, Fragile essaye de persuader ATU de leur accorder l'accès. En mentionnant la révélation divine, leur saint a reçu, à propos d'une calamité imminente cachée dans la forêt, Lorneus commence à paniquer, choqué que Verdil partagerait ouvertement un tel classifié secret national avec un parfait inconnu. Verdil dit à Lorneus à nous, mais Lorneus teste dire partager une révélation divine sans autorisation viole les lois sur les ordres sacrés. Il menace de dénoncer Verdel dès leur retour à Qualia, mais Verdel lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Puis revenons à ATU. Il demande une fois de plus si elle les laissera entrer. Même si ATU refuse toujours leur demande, dire à Verdel, il n'est pas nécessaire d'enquêter sur la forêt, puisqu'il n'y a rien de dangereux ou de sinistre en lui. Verdel peut dire qu'elle ment, mais il décide de ne pas insister davantage sur la question. Au lieu de cela, il tourne vers le groupe et annonce qu'il repart. Verdel n'est pas idiot. Il peut s'en. ATU est à un tout autre niveau. Il comprend également que le geste le plus intelligent en ce moment est de se retirer et de se regrouper, avant de prendre toute autre mesure. Cependant, Lorneus ne comprend pas cela. Au lieu de cela, il s'en prend
accusant Virgile d'avoir déserté la mission, et déclarant qu'il le retire du commandement. Lornius déclare qu'il se dirige vers la forêt enquêter et ordonne aux mercenaires de le suivre. Cependant, puisque Lornius est celui qui les a embauchés, ils sont tenus d'obéir à ses ordres à la place, saisir l'opportunité. Lornius claque sur les hommes pour tuer ATU immédiatement. Pour l'avoir défié tôt, les mercenaires commencent à l'entourer. Atu se sent découragé. Tous ses efforts pour résoudre les choses pacifiquement étaient en vain. Elle a vraiment essayé, mais à la fin ça n'avait pas d'importance. Peu de temps après, Lornius reprend conscience sur le sol, couvert de sang. Il voit Atu poignarder tous les mercenaires, pendant que Verdel monte la garde sur lui, annonçant qu'ils ont localisé la sorcière. Verdel, anxieux, raconte Bargo pour s'assurer qu'il ramène l'un des messagers à la maison pour les informer de ce qui vient de se passer ici, mais Bargo dit que ça ne va pas être possible parce que ATU vient d'anéantir tous leurs messagers. Avec cette seule attaque en attendant, ATU est toujours con. Il leur dit de ne pas avoir peur maintenant. Atu, elle est exact. Genre de monstre qu'il recherchait, les cadavres du soldat tombent au sol. Elonia est pétrifiée par la peur. Cependant, Verdel est toujours fort. Il les exhorte à ne pas perdre leur sang-froid, parce que c'est soit qu'ils se font tuer maintenant, ou se battre jusqu'à la fin. Il ordonne à chacun de prendre ses positions de combat, et prêt leurs armes. Mais TU n'a pas l'air du tout intimidée par ça. Honnêtement, elle trouve ça amusant. Ils pensent qu'ils pourront la vaincre. Il lui envoie toute une flotte de flèches, mais elle bloque sans effort chacun. Avec ses tentacules tout en souriant, Vertel et Lonia n'en croient pas leurs yeux. Tout allait si bien jusqu'à ce qu'elle arrive. Maintenant, ATU prévoit de les finir une fois, mais avant qu'elle ne le fasse, elle leur fait savoir que ce qui va se passer, tout est de leur faute, pour avoir essayé de forcer là où ils n'auraient pas dû. À ce stade, Lonia est curieuse de savoir ce qu'est une sorcière comme ATU, et de quoi elle est capable. Alors il demande à Verdel Verdel admet, on lui a demandé de garder ses informations confidentielles. Parlons du leur supérieur. Et il pense qu'il est sur le point de mourir de toute façon, donc ça n'aurait même pas d'importance. Il s'avère que lorsqu'un saint reçoit une révélation, et les rangs supérieurs le confirment, ce monstre est alors classé comme une sorcière. Il a de bonnes raisons de croire. La femme debout devant eux, est-ce que c'est le même être? Plutonus entend son explication, et comprend qu'ils sont tous les deux. Athéo leur demande s'ils en ont fini avec tous les bavardages. Elle est sur le point de les finir, mais Verdel et les autres ne descendent pas sans se battre. Il dit aux mercenaires de se replier. Lui et Lonia vont s'occuper de ça. Ils chargent tous les deux, avec leurs épées à la main, et entrer en contact avec tentacule d'Atus. Atus sourit en disant, ils sont beaucoup plus lents et plus faibles que prévu. Mais les choses prennent une tournure inattendue. Alors parviennent tous les deux à trancher ces tentacules. Pour elle-même ne peut pas en croire ses yeux. Après que Loniaus et Vertel aient une certaine distance, il conclut que leur plan de match va être tout d'abord abattre ces tentacules dégoûtants. Mais ATU ne panique. Elle commence étrangement à caresser le tentacule qui a été coupé. Verdel interrompt cela avec un coup droit. Encore un de ces tentacules. Lonia fait un suivi et en coupe un autre. Fait qu'Adu commence enfin à transpirer. Adu n'a plus que 2 tentacules. Alors elle les utilise pour prendre en otage 2 de leurs paladins. Admet-elle qu'elle les aurait peut-être un peu sous-estimés. Ils se sont maintenant avérés être assez plus forts qu'elle ne le pensait. Elle est au courant avec combien les humains se soucient les uns des autres. Alors elle prévoit d'utiliser ses paladins comme boucliers de viande. Sachant que Verdel et les solitaires n'attaqueront pas, Verdel exhorte les solitaires à garder leur sang-froid. Il dit aux solitaires de penser à la situation dans son ensemble. S'ils sacrifient ces 2 paladins et battent ATU, leur victoire signifierait mettre fin à cela. Une fois pour toutes, ils chargent tous les 2 simultanément. À ATU, porter le coup final. ATU est choqué de les voir prêts à attaquer. Savoir que cela signifierait tuer 2 de leurs soldats. Ils coupent tous les 2 les soldats et sont sur le point de décrocher une frappe décisive. Mais c'est alors qu'ATU décide de montrer ses vraies couleurs. L'instant d'après, Lonius ouvre les yeux et se retrouve toujours vivant sur le sol. Mais comme pour Vertel, disons simplement qu'il ne rentrera pas chez lui, son corps tombe sur le sol et du sang coule. À ce stade, Lonia ne comprend pas ce qui se passe parce qu'ils avaient déjà tous ses tentacules, mais l'ATU l'informe qu'elle peut les régénérer autant qu'elle veut. Cela signifie qu'elle jouait avec lui depuis le début. Lonia n'a plus de tour dans ses manches. Alors il dit juste aux autres paladins pour sortir de là aussi vite qu'ils le peuvent. Au moins une personne doit revenir en vie pour avertir leur royaume à ce sujet. Pendant cet ordre, les paladins font une pause pour ça. Comme un dernier effort, Lonia tente une attaque sournoise sur ATU avec son épée, mais elle le bloque facilement en tirant sa propre. Lonia frissonne de choc en se demandant comment elle est capable d'utiliser la sainte épée des arts. ATU balance, elle, épée de manière ludique, alors qu'elle lui dit qu'elle a absorbé à la fois, elle, épée, et ses techniques de Virgile. Tous les efforts diligents qu'il a déployés, et techniques qu'il a perfectionnés, tout est devenu le sien au moment où elle l'a tué. ATU n'est pas surpris que Virgile était un paladin de si haut rang. Il était inquiet de leur sécurité juste à son dernier moment, mais c'est tellement triste qu'il est fini par être tué, parce que Lonius ne pouvait pas garder la bouche fermée. Ils vont et viennent tous les 2 au combat. Juste que l'Athéo demande s'il veut toujours revoir sa femme et sa... Lonius est abasourdi. Comment pourrait-elle connaître sa famille juste à ce moment-là? Lonius vient à la réalisation. TU a également acquis les sentiments et les souvenirs de Virgile après l'avoir tué, et elle ne ferait que devenir forte. Avec plus, elle tue de gens. Toujours Lonius se sent un peu noble, parce que pendant qu'il est là, il la retient. Les autres mercenaires peuvent échapper vers le royaume. Mais les choses prennent une autre tournure sombre. Alors qu'il entend l'un des mercenaires crier de douleur, ATU lui dit que ça devrait être les elfes noirs. Elle les a amenés la base à l'avance, et leur a ordonné de ne pas laisser un seul échapper. ATU dit à Lounis de ne pas être aussi surpris, parce que, après tout, elle
elle ne lui a jamais dit qu'elle était seule. Lounis entend ça, crie à plein poumon sous le choc, puis comme un dernier effort, il essaye de lui lancer une attaque rapide, mais comme prévu, elle contre facilement, le soleil se couche quelques instants plus tard. ATU utilise ses tentacules pour accrocher Lonia à l'envers. Après quoi, elle lui dit que les choses n'ont fini que de cette façon, parce qu'il était trop pour écouter les ordres de Vertel. Si seulement il avait été vers d'elle, elle assume, il serait rentré chez lui en toute sécurité dans sa famille. Il aurait pu profiter de la paix, le bonheur d'une vie ordinaire. Maintenant elle lui dit ce qui va lui arriver, avec l'avenir qu'il a choisi. Elle va le tuer, et puis traquer sa famille et les tuer. Elle va les tourmenter jusqu'à ce qu'ils implorent la mort. Alors seulement elle les tuera. Après ça, elle ira dans tous les villages de la ville. Ils se sont tous arrêtés sur leur chemin ici. Tuer toute personne vivante là-bas, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à... Mais elle pourrait aussi bien les tuer de toute façon. Quand ils lui demandent pourquoi elle fait ça, elle leur dira que était à cause de sa folie. Action. La pensée de cela fait de Lonia commencer à trembler de peur. Il la supplie alors d'épargner sa vie, mais elle n'est pas vraiment d'humeur à pardonner. Alors elle le met en pièces pendant qu'il crie d'agonie. Une fois que c'est fait, la seule chose qui reste est la bague de Lonia, et il est assis dans la grande mare de son propre sang. Juste à ce moment-là, Jia est venu faire un rapport, disant qu'ils ont terminé tous les mercenaires. Comme elle l'a demandé, ATU est ravie d'entendre ça. Et elle est sûre que le roi Takudo le serait aussi. ATU leur dit qu'elle retourne à la base. Elle leur donne la responsabilité de disposer des cadavres, mais avant qu'elle ne quitte, Jia, l'air quelque peu inquiet, demande si elle a vraiment l'intention de faire toutes les choses qu'elle a dites à Lonia avant de le tuer. Mais Ado leur dit, elle ne va certainement pas faire tout ça. Elle se considère comme une passive, et elle disait juste tout ça pour jouer avec lui. Ado se rend compte qu'elle est en retard, alors elle se dépêche de revenir pour rencontrer Takuto. Jia voit qu'elle est très pressée. Alors il lui demande s'il y a quelque chose qui la dérange. Atu répond qu'elle a quelque chose de très intense. Elle doit le dire à Takuto tout de suite. Quelque temps plus tard, Atu rencontre et l'informe de l'existence des sorcières. Dans ce monde, Oto entend ça et est assez surpris parce que les sorcières n'existaient pas dans les nations éternelles. Jeu qui a dit, Oto conclut que ce monde est définitivement n'est pas le monde du jeu. Takuto a déjà vu ça venir, mais il doit maintenant accepter le fait qu'il soit venu à un autre monde entièrement. Les mécanismes du jeu ont été accablés dans une certaine mesure, mais Oto pense qu'il devrait assumer. Ce monde fonctionne très différemment de ce à quoi ils sont habitués, dit-elle à Takuto, que cela pourrait être une bonne chose. Fait référence à sa capacité spéciale, dans le jeu, TU avait une chance de voler les capacités de n'importe. Elle a tué maintenant, elle est même capable d'absorber des fragments de leurs souvenirs. Croit-elle, cela pourrait devenir une arme puissante dans leur arsenal. Takuto est d'accord pour dire, tout ça grâce à sa capacité, qu'ils aient pu, pour en savoir plus sur la situation à Qualia, sans avoir à envoyer qui que ce soit pour hanter. C'est chanceux pour eux que Qualia n'a pas de force à revendre, merci à la catastrophe qui s'est passée dans la province du Nord. Avec ça, ils concluent les deux peuvent prendre les choses faciles pendant un moment, mais ils ne peuvent toujours pas être à l'aise, parce qu'ils supposent Qualia est susceptible de prendre une sorte d'action. Après que l'équipe d'enquête a été anéantie, To rappelle à ATU, Qualia n'a aucune information sur Mineagra, donc même s'ils font n'importe quoi, ils devraient le faire avec prudence. Ce qui préoccupe Takudo, c'est ce qui a causé la catastrophe en premier lieu. Selon les souvenirs volés d'ATU, la perturbation du Nord a été causée par une sorcière, mais malheureusement, ils n'ont aucune autre information sur cette sorcière. Donc Udo ne peut pas tirer d'autres conclusions. La seule chose qu'ils savent est ce que la sorcière a causé des dégâts, à égalité avec les armées, vers les villes de la province du Nord, et Ato dit que son nom est Hirakino. La scène se déplace ensuite vers l'endroit où nous voyons l'Irak, une fille vêtue d'une tenue rouge. Elle appelle ses sbires zombies, et leur dit que leur prochain arrêt est la prochaine ville. Pendant ce temps, Takuto et Ateo sont toujours en train de réfléchir. Les récentes perturbations dans le Nord suggèrent, c'est un monstre, capable de provoquer une destruction au niveau de l'armée. Apparu en très peu de temps. Kudo considère la possibilité qu'ils viennent dans ce monde, tout comme lui et Ateo l'ont fait de toute façon. C'est évident, ils ont quelqu'un qui a le même niveau de force, alors que l'unité des héros. Takuto soupire. Réaliser que la situation dans laquelle il se trouve ne semble pas bonne. Ateo demande à Takuto s'il veut les compter, mais To ne pense pas que ce serait une bonne idée. Il n'y a aucun moyen qu'ils s'entendent. Ateo exprime sa frustration en disant, ils doivent toujours continuer à faire face à un problème. Après un autre encore, maintenant ils savent, la sorcière a la même force de combat qu'une unité de héros. La meilleure chose à faire pour eux maintenant est de créer un nouveau héros. Takuto pensait initialement à créer le héros, nommé Ayla, mais compte tenu des circonstances, il doit reconsidérer. Concentrez-vous sur celui avec plus potentiel de combat. ATU est ravi d'apprendre que elle est prête à aider de toutes les manières possibles. Takuto mentionne également qu'il a pensé à modifier un peu leur politique. Il pense à forger une alliance. Il pense que ce serait mieux s'ils ont une autre nation de leur côté, puisqu'ils sont clairement ennemis de Qualia et de la sorcière, sur qui ils n'ont pas vraiment d'informations. TU comprend son point de vue, mais ne pense pas que ce serait même possible, parce que les deux sont alignés sur le mal. Mais Takuto est convaincu que ce serait possible avec une nation neutre alignée, surtout s'il leur fournit une forme de valeur. La nation neutre à laquelle il fait référence est la nation qui se trouve à l'est. Il prévoit d'enquêter sur cette nation pendant qu'il renforce leur force. Il doit savoir s'il serait prêt à coopérer. Pas maintenant, c'est hors de beau. TUS éloigne quelques instants, mais revient vers lui et demande si elle l'a bouleversé. Après qu'elle soit allée un peu loin, quand on traite avec les paladins, To a un sourire éclatant. Alors qu'il lui dit de ne pas s'en faire, il ne serait jamais offensé par tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle continue à le soutenir. TU s'illumine de joie en entendant ça. Elle promet de soutenir Kudo juste à la toute fin, et avec chaque fibre de son
être. Après une longue semaine de par les elfes noirs, le nouveau palais de Takudo est enfin terminé. À la fois Takudo et ATU sont ravis de sa beauté. Quand ils entrent dans l'ATU, regardent autour d'eux. Aimer les décorations, même s'ils ont encore de nombreux problèmes à venir. Elle croit que c'est là que leur vraie histoire commence. Kuto est d'accord et dit que quand ils ont du temps libre, ils devraient penser à agrandir encore le palais. ATU, excité, dit: le royaume de Takudo sera servi par les plus grands héros du pays. Son excitation s'estompe rapidement. Quand elle réalise, elle a oublié d'assigner quelqu'un pour s'occuper de Takudo. Elle commence à se qualifier de terrible servante, mais Takuto lui dit qu'elle est trop dure avec elle-même. ATU demande s'il a des demandes spéciales pour un serviteur. Après avoir réfléchi un instant, dit nerveusement: il veut quelqu'un à qui il est facile de parler à cause de ses faibles compétences sociales. Kuto n'a parlé beaucoup avec les elfes noirs, et il se sent seul. ATU entend cela et dit à Takuto de ne pas s'inquiéter. Elle a une idée, mais Takuto se sent mal à l'aise, puisque rien de bon ne se passe généralement. Quand ATU est tellement excité, quelques minutes tard, Multer, Jia et Emily arrivent dans la salle du trône. Parlant pour lui, TU dit à Multer pour rassembler toutes les petites filles de la région, parce que le roi To les veut. To et Multer, gelés sous le choc de la façon dont ça sonne, le vrai plan d'Ato pour les filles de passer du temps avec To, pour puisse pratiquer ses compétences en communication avec les gens. Multer demande anxieusement où elle donnerait un tel ordre. Réponse d'A que c'est parce que le roi To aime les petites filles. Les elfes noirs sont sans voix. En espérant que ce n'est pas ce qu'il pense, Takuto se sent embarrassé et regrette d'avoir laissé ATU gérer ça. Plus tard, tout le monde se calme. Quand ATU explique que le roi Takuto a juste besoin d'un enfant à proximité pour aider avec ses besoins quotidiens, ils se sentent soulagés, mais ils ne comprennent toujours pas quoi ça doit être une fille quand un petit garçon pouvait faire le travail aussi. Cette fois, To parle pour lui-même. Il dit qu'il veut des filles pour le bien du leadership dans ce pays. Il a remarqué que les hommes ont toujours des chances, alors il veut que les femmes aient l'occasion de briller. Les elfes le louent pour sa pensée fonde. Takuto pousse un soupir de soulagement. Le truc avec les hommes et les femmes, était qu'une excuse. Il est juste content qu'ils y aient cru. Il ne veut pas qu'ils sachent. La vraie raison est qu'il est maladroit et antisocial. Avec l'affaire réglée, ATU dit aux elfes d'apporter leur meilleur. Des jeunes filles pour servir le roi Takuto. Takuto commence à se sentir excité, pensant que cela pourrait l'aider à surmonter sa timidité. Mais ensuite, les choses prennent une tournure inattendue. Quand toutes les filles elfes commencent à pleurer, qu'ils arrivent à tout. Voit ça. Takuto est irrité par les pleurs constants. Alors elle appelle immédiatement Molter et le gronde. Combien faibles sont les enfants de sa terre. Tout ce que Molter peut faire, c'est s'excuser. Puis Jia se tourne vers lui et demande s'il a amené les jumeaux au roi To. Molter dit rapidement qu'il n'a pas, parce qu'amener ces deux-là devant le roi serait irrespectueux. TU surprend cela et est un peu curieux. Alors elle demande de quoi il parle. Walter explique que, dans leur ville, il y a une paire de jumelles sans famille. Ils sont vraiment sages, mais ils ne seraient pas aptes à servir, alors que les préposés du roi ATU sont pères. Filles sages comme ça sont pas pour les préposés du roi Takuto. Qu'il en soit, elle leur ordonne d'amener les jumeaux, pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes s'il faut les utiliser ou non. Molter est sur le point d'aller convoquer les... Mais Jia dit qu'il avait déjà une longueur d'avance. Il dit qu'il les a déjà appelés, pensant que le roi pourrait vouloir les rencontrer en personne. Avec ça, ATU lui dit de faire venir les jumeaux tout de suite. Peu de temps après l'entrée de deux adolescentes celles et se présentent comme Maria et Karia. Takuto les salue nerveusement, pendant qu'Adu les regarde froidement, et sent rapidement qu'ils ont eu un sombre passé. Elle remarque les sur la peau de Karia, et demande comment elle les a. Karia explique qu'il venait d'une maladie. Le roi Takudo offre sa sympathie, mais Karia lui dit de ne pas avoir pitié d'elle, dire que c'est ce qu'elle mérite. Frère Multer suppose que le roi voudrait plus de détails. Alors il explique que les plaies ont été causées par une peste, bien que la Corée se complètement rétablie, les cicatrices restent comme pour Maria. Elle a aussi vécu des expériences profondément traumatisantes. Quand Adu demande ce qui s'est passé, les yeux de Maria deviennent froids, et elle dit qu'elle a mangé sa mère. Adu est choqué et se tourne rapidement vers Molter pour une explication. Il est nerveusement que leur mère était une femme. Tout le clan était fier d'eux, et le choix a été extrêmement difficile. Takudo comprend immédiatement. Après avoir été chassés de chez eux, les elfes noirs ont dû voyager très loin, sans équipement ni fourni. En chemin, ils ont fait face à de nombreuses difficultés, compris la famine sans autre choix. Leur mère s'est offerte en sacrifice, et ils ont dû la manger pour survivre. ATU est impressionné que les deux filles se tiennent ici, sans peur malgré leur passé. Puis Maria s'approche de Ta, commence à lui parler avec désinvolture. To demande si elle serait prête à prendre soin de lui, et elle est d'accord à partir de ce moment. Takuto la déclare un candidat à la direction de leur grand minégra. Atu est choqué de voir Takuto avoir une conversation normale avec Maria, sans être bizarre ou maladroit. Quant à Karia, Takuto demande si elle est prête à acter le poste aussi. Elle dit nerveusement que elle a le devoir de rester avec sa grande sœur, donc si Maria est là, elle fera de son mieux pour travailler à ses côtés. C'est assez bien, Takuto. Alors il accepte d'en faire tous les deux ses préposés. Entendre ça, ATU leur dit qu'il est de leur devoir de prendre soin du roi Takuto. Peu importe les circonstances, environ 1 heure après le départ des filles, Molter s'agenouille devant To et il y a quelque chose d'important qu'il doit savoir. Il explique que depuis que les filles ont perdu leur mère, aucun d'eux n'a pleuré. Pas même une fois. To frissonne de choc. Walter dit, leurs cœurs ont été fermés depuis lors, et il supplie Takuto de veiller sur eux, avec tolérance et miséricorde. Plus tard dans la journée, les filles se révèlent beaucoup plus maladroites et vues, renverser de l'eau sur To pour la 3e fois ce jour-là. ATU ont clairement déçu de sa
sa maladresse. Mettre ça de côté. Elle leur dit qu'une réunion est sur le point d'avoir lieu. Elle veut que Maria et Karia y assistent et les avertit de ne pas causer de problème. Dans la salle de réunion, Emily fait son rapport sur les projets de construction en cours, commence par dire que maintenant le palais du roi est terminé. Ils ont beaucoup de travail à revendre, leur approvisionnement en bois est stable et ils ont aussi de nombreuses autres ressources. Avec tout cela considéré, elle pense commencer à construire une nouvelle installation. Adu est d'accord. Il lui ordonne de commencer à construire une clinique. C'était en fait l'idée de Tôt, car cela aiderait à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens. Comme indiqué, Emily dit qu'elle va commencer la construction immédiatement. Le prochain à l'ordre du jour est elle, état des ressources. ATU demande qui est en charge et Emily se lève à nous dire qu'elle est responsable de ça aussi. ATE ou le désir. Réalisant qu'ils ont encore besoin de plus de personnel, Emily rapporte leurs approvisionnements alimentaires et matériels sont stables. Merci au roi Tôt. Ils peuvent désormais fournir les nécessités quotidiennes. Cependant, ils ne peuvent pas se produire eux-mêmes, puisque ce processus utilise mana. Leur équilibre entre les entrées et les sorties doit encore être amélioré. TU dit que l'utilisation de mana pour la production d'urgence est pratique, donc ils continueront à le faire car c'est une dépense nécessaire. Mais ils devront se concentrer sur la construction et rechercher des moyens d'augmenter la production de mana. Elle souhaite bonne chance à ML pour gérer ça aussi, puisque mana est maintenant le sujet. La TU passe au progrès de la recherche. Multer parle en disant, lui et son équipe ont terminé leur recherche sur la magie militaire. Il est le seul de son clan à pouvoir l'utiliser maintenant, mais avec de l'entraînement. Il est convaincu que ses subordonnés l'apprendront. Il croit aussi que lancer une magie puissante, en utilisant le mana de ruine du palais, sera important pour leur avenir. Cependant, compte tenu des polykudo, il doute qu'il soit utilisé très souvent. TU est d'accord, disant que si la magie militaire est utile au combat, n'a aucune utilité dans les affaires intérieures. Pour leur recherche, elle veut procéder comme prévu et passer à autre chose. Aux 6 éléments majeurs de l'arbre magique, il n'y a aucune raison de rechercher autre chose. À ce stade, Tôt est d'accord avec elle, bien que cette approche puisse les déséquilibrer en magie. Il estime que se spécialiser dans un domaine, ce sera mieux pour eux. Enfin, le chef de l'armée fait son rapport. Alors Jia se lève. Il explique qu'ils ont ajouté 5 nouveaux insectes à longues pattes à leur force. Ces bugs étaient principalement sortis arpentant les terres inexplorées, autour des terres maudites. Cependant, contrairement à l'intérieur des terres maudites, les terres au-delà de la forêt sont principalement des plaines, puisqu'ils se concentrent sur le fait de rester cachés. Je ne peux pas mener d'enquête audacieuse pour le moment. ATU entend ça et mentionne que le roi Kudo ont reçu un rapport détaillé sur leur environnement, tenu du besoin de vie. Elle ordonne à Jia d'assigner tous les insectes à longues pattes à Zixi trouille leur tiers. Elle veut qu'ils se concentrent tous là-dessus, lui assurant qu'elle peut gérer leur défense pour le moment. Sa rencontre avec les paladins en est la preuve, et Jia peut confirmer qu'ils changent de sujet. TU annonce qu'ils ont officiellement décidé de produire un nouveau héros. Takuto dit alors qu'il a choisi d'invoquer Ayla, la reine des insectes. Tout le monde frissonne à la nouvelle. Sato demande à Erosu s'ils ont le matériel nécessaire pour invoquer Ayla. Malter s'avance pour signaler personnellement, ils ont déjà rassemblé assez de bois et de rations, et les ont transportés sur le site rituel. Takuto se rend compte que cela signifie que tout ce dont ils ont encore besoin c'est de mana, avec que l'ordre du jour d'aujourd'hui est terminé, puisque Takuto n'a pas d'autres sujets à discuter. La réunion est ajournée alors qu'il la salle de réunion. Maria glisse et laisse tomber tous les documents de la réunion. Karia essaye d'aider mais déchire accidentellement l'un d'eux. Il regarde tous les tomes pour s'excuser, mais il ne se fâche pas, il dit simplement que ça va. Un instant plus tard, Maria s'approche de lui et lui demande pourquoi il n'a tué personne, même s'il est censé être un roi maléfique. Karia se joint demandant pourquoi un roi maléfique comme lui leur montrerait de la miséricorde. Maria semble même contrariée qu'il s'y jante. Takuto voit qu'ils ont mal compris, alors il décide d'expliquer. Il commence par dire que une bonne personne ne perd que ce qui est juste. Ils ne peuvent pas tuer ou blesser les autres, comme pour une mauvaise personne. Les filles supposent que ça veut dire quelqu'un qui est toujours enclin à faire de mauvaises choses, mais Tôt leur dit que ce n'est pas vrai. Une vraie mauvaise personne fait simplement ce qu'elle veut. Ils sont libres de faire le mal et le bien. Ils peuvent croire en ce qu'ils pensent être juste et ignorer les opinions de tous les autres. À cause de cela, Takuto croit c'est parfaitement bien pour lui. Genre aux deux filles, puis ça le frappe. Leur maladresse était intentionnelle. Ils essayaient de le mettre assez en colère pour les tuer. Takuto trouve ça déchirant, qu'ils ne peuvent pas se pardonner d'avoir survécu, pris de la vie de leur mère, et maintenant chercher la mort comme une forme de salut. Takuto descend de son trône et s'assoit plus près d'eux. Il rappelle aux filles qu'elles ne sont vivantes qu'aujourd'hui, parce que leur mère a fait ce qu'elle avait à faire. Pour les protéger, les filles admettent qu'elles savent que, mais ils disent que vivre est toujours une pour eux. Les derniers mots de leur mère étaient pour qu'ils vivent. Kudo leur dit à nouveau qu'ils sont là, parce que l'amour de leur mère a surmonté le destin lui-même. Il leur tape la tête et dit, ils devraient vivre comme ils veulent, pour que son amour soit récompensé. Entendre ça, les filles font en larmes et le serrent fermement dans leur. Des deux côtés une heure huante et est surpris de voir les jumeaux endormis dans la même chaise que Takuto. Ils sont clairement plus proches maintenant qu'avant. Mettre ça de côté. Elle demande à Takuto de venir dans la salle de réunion pour qu'elle puisse donner son rapport. Son reportage porte sur une ville de Forgon, une nation composée principalement d'humains et d'hommes bêtes. La ville s'appelle Dragontown. La nation fonctionne sur un système parlementaire, dirigé par des chamans connus sous le nom de détenteurs du personnel. Takuto note qu'une telle nation multiraciale mélangerait de nombreuses cultures et idéologies, rendre la diplomatie prometteuse. Il se demande toujours pourquoi ils construisent une ville. Cela très cher à entretenir, échanger et distribuer des marchandises. Alors, ATU rapporte qu'il y a une veine de dragon à moi. Dans la ville, une mine comme celle-là peut produire du mana. Donc, elle pense qu'il devrait le sécuriser le plus tôt possible. Cependant, Dragon
Palpatine semble être en état d'alerte. Ils n'ont observé que Hadis, mais j'ai vu qu'il était attaqué par des barbares tels que les ogres et les gobelins. Les défenseurs semblaient avoir du mal et n'avaient pas de renfort à venir. Si la ville est assiégée, ATU dit qu'il y a de fortes chances que les réfugiés les accueillir pourraient considérablement augmenter la population de Minegra. Dans cet esprit, il décide d'envoyer des diplomates dans la ville de Forgon. Le lendemain, ATU et quelques elfes noirs arrivent dans la ville de Forgon. Mais dès qu'ils y sont, ils se heurtent à une fête de gens bêtes, dirigée par une guerrière bête nommée Tonaka Pali. Tonaka Pali commence à transpirer en regardant ATU, parce qu'elle peut sentir une lourde aura, l'obscurité qui l'entoure quelques instants plus tard. La situation ne fait qu'empirer. Quand ses soldats commencent à trembler de peur, Tonaka Pali réalise rapidement. C'est à cause de leurs instincts naturels d'homme bête. ATU dit aux elfes noirs de prendre du recul. Pendant qu'elle gère elle-même les gens de la bête, il escarte comme elle l'a ordonné. Ce qui ne fait que transpirer plus Tonaka Pali. Juste en regardant ATU, il peut déjà dire. Ce n'est pas quelqu'un qu'il pourrait espérer vaincre. Pire, si l'impasse continue, elle est certaine que ses soldats vont paniquer et agissaient imprudemment. ATO étend ses tentacules, prêt à finir les bêtes juste là. Mais juste à ce moment-là, elle est interrompue par un joli petit garçon nommé Pépé. Souriant innocemment, Pépé la regarde et lui demande simplement son nom. La question prend ATU complètement au dépourvu, la faisant rétracter ses tentacules. Tonaka Pali cependant est instantanément submergé par la colère et la peur, convaincu qu'ATU se sentira insulté et les tuera. Mais à sa grande surprise, la situation prend une tournure inattendue. Quand ils sont bientôt vus voyager paisiblement, retour à Minagura ensemble. ATU, mais qu'elle est surpris que les gens de la bête veuillent un public avec le roi Takuto, puisque son peuple venait tout juste d'envoyer une délégation à Dragon Town eux-mêmes. Quand Tonaka Pali entend ça, elle se rend compte que c'est exactement pourquoi ils se sont croisés sur la route et se lance dans un bavardage sans escale. Mais il parle si vite que ATU ne peut pas comprendre un seul mot. Tonaka Pali le remarque et s'excuse rapidement au nom de Pépé, le traitant carrément d'idiot. Mettant cela de côté, ATU demande si elle est vraiment certaine de quitter ses soldats. Derrière, Tonaka Pali hoche la tête et explique que le miasme ici est trop dur qu'il puisse le supporter, alors elle les a fait attendre dehors. Son expression devient alors sérieuse. Ils sont sur le point de rencontrer le grand roi Takuto, celui capable de commander quelqu'un d'aussi fort qu'Adu. Elle ne peut que se demander quel genre d'homme les attend vraiment. Peu de temps après leur arrivée au palais, où ATU présente Tonaka Pali et Pépé au roi Takuto, Tonaka Pali gèle. Ses nerfs se resserrent en plus. Peu importe à quel point elle essaye, elle ne peut pas avoir une bonne lecture de lui. C'est presque comme s'il incarnait les ténèbres elle-même. Elle se souvient comment elle a permis à une créature terrifiante pour s'installer sur leur territoire. Ne jamais imaginer que cette décision serait un jour revient là en comme ça. Un flashback nous emmène dans la ville de Forgon. Pépé utilise son bâton magique et abat un gobelin géant d'un seul. Camarades sont stupéfaits, l'acclamant et le louant en tant que chaman puissant. L'attention va directement à la tête et il baisse négligemment sa garde. C'est alors que le gobelin prétendument vaincu remue soudainement et un coup écrasant. Au tout dernier moment, Tonaka Pali intervient, invoquant des vrilles de verre enchantées qui lient étroitement la créature. Avec le monstre retenu, les autres soldats n'ont qu'un à emménager pour finir. Avec le monstre tué, les soldats font demi-tour et voient Tonaka Pali réprimande Pépé pour avoir été si insouciant, l'avertissant que baisser sa garde aurait pu lui coûter la vie. Pépé essaye de se défendre et sa grand-mère, mais Tonaka Pali lui fait instantanément sauter la tête. Elle lui crie dessus en disant, elle lui a dit d'innombrables fois pour arrêter d'appeler sa grand-mère, d'autant plus qu'elle a toujours 240 ans en bonne santé. Mettant cela de côté, elle continue de faire la leçon à Pépé, lui rappelant qu'il est le seul jeune titulaire du personnel parmi eux. Il devrait arrêter de s'amuser, commencer à agir plus comme un leader. Mais malgré ses mots durs, Pépé sourit simplement et dit qu'il fera de son mieux. Voir son attitude nonchalante rend Tonaka Pali inquiet encore, se demandant s'il pourra survivre longtemps, surtout puisqu'ils sont sur le point de se diriger vers les terres maudites. Pépé n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire par là. Alors Tonaka Pali explique que des signes de l'apocalypse sont émergés. À partir de là, c'est pourquoi ils ont reçu l'ordre d'enquêter. Elle l'avertit que si les attaques barbares continuent, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils soient tous morts. Il ajoute que c'est encore pire pour une ville détachée, comme Dragonton, puisqu'ils ne peuvent pas y envoyer l'armée, bien qu'il n'y ait aucune preuve que la source des attaques réside dans les terres maudites. Leur mission est de le confirmer rapidement. Regardant en arrière, Tonaka Pali regrette profondément sa décision, souhaitant avoir ignoré les anciens et laissé Pépé derrière, alors elle ne l'aurait pas traîné dans un endroit si dangereux. Tant juste après cette lourde pensée, Pépé tend soudainement la main au roi To et lui demande de être son ami. Tonaka Pali a failli avoir une crise cardiaque à la vue, couvrant rapidement sa bouche et suppliant le roi Takuto de pardonner un tel manque de respect. Takuto fait une pause pour un moment, se souvenant comment, dans son ancienne vie, il était toujours triste et solitaire, et réalise que peut-être ça ne ferait pas de mal de se faire un ami. Avec ça, il accepte la demande de Pépé, disant qu'il espère pourront s'entendre. Tonaka Pali est complètement abasourdi, pendant que Pépé saute de joie en célébrant. En même temps, TU éclate presque d'excitation, félicitant Takuto d'avoir fait son premier ami. En entendant cela, les elfes noirs qui sont présents commençaient à l'applaudir pour une si grande étape. Tonaka Pali se tient juste là, regardé avec incrédulité à tout ce qui se passe sous ses yeux. Plus tard dans la journée, Takuto organise une pour accueillir le groupe de Pépé. La Corée donne un verre à Tonaka Pali, et après une gorgée, elle est étonnée de voir à quel point c'est délicieux. ATU sourit en disant qu'elle s'attendait à cette réaction, puisque leur nation est fière d'elle-même, sur les boissons les plus savoureuses du monde. Tonaka
Tonkapeli est étourdi. Non seulement la boisson est incroyablement sucrée, mais elle n'a jamais vu de verrerie aussi fine auparavant. En attendant, Pépé est trop excité après avoir bu le jus de pomme. Il s'approche même de Multer, et montre fièrement ses pouvoirs végétaux. Regardez ce taux, remarque instantanément que les compétences sociales de Pépé sont impressionnantes. Ils se font déjà avec tout le monde. Quelque chose que Takuto sait qu'il ne pourrait jamais faire lui-même. En même temps, Takuto réalise, c'est le premier vrai ami qu'il ait jamais eu. Le laissant incertain de la façon d'agir, en y réfléchissant, il décide, il serait peut-être préférable de montrer un peu de gentillesse, pour prouver qu'il n'y a pas d'intentions hostiles. Alors, To appelle Pépé, et demande s'il veut jouer à un jeu. Toute la pièce le regarde en silence, tirant To maladroit, mais ensuite Pépé accepte joyeusement, disant qu'il adorerait jouer avec ça. Les deux passent l'après-midi, profiter de divers jeux ensemble. Takuto s'amuse vraiment. Réaliser que c'est la première fois depuis des lustres, il a joué avec un ami. Après un autre tour, Pépé suggère que Takuto devrait vendre la boîte de jeux aux gens de leur pays, puisqu'ils adoreraient sûrement ça. Tonkapeli panique et dit à Pépé de se taire, l'avertissant de ne pas dire des choses comme ça. À son choc, Kudo est d'accord, il pense qu'il prévoyait déjà d'ouvrir le commerce avec des étrangers pour que l'idée de Pépé fonctionne parfaitement. Il y a encore des détails qu'il doit confirmer avant de prendre des décisions finales. Avec la fin du jeu, c'est qu'il est temps de se concentrer sur la diplomatie nationale. Environ une heure tard, Pépé se penche sur sa chaise, prêt à être bourré de nourriture. Mais Tonkapeli le fait sauter sur la tête, le gronder pour être trop à l'aise. À ce moment-là, ATU appelle Tonkapeli et demande enfin pourquoi elle est venue sur leur terre. Tonkapeli est surprise, il lui a fallu autant de temps pour demander, mais elle explique que leur nation a été à plusieurs reprises attaquée par des barbares. C'est inhabituel, puisque les barbares évitent normalement les grandes villes. Pourtant, maintenant, ils arrivent en horde massive. C'est pourquoi ils sont venus ici pour enquêter plus avant. Entendre ça comprend instantanément la situation. Il est clair qu'ils manquent de forces militaires et sont venus demander de l'aide. Tonkapeli est secouée par la rapidité avec laquelle il la compte et elle commence à s'inquiéter que les négociations échouent. S'il connaît leurs faiblesses, elle répond immédiatement en disant que leurs défenses sont fortes, assez pour chasser les barbares. Mais la vérité est qu'ils préfèrent avoir une puissance défensive beaucoup plus grande de leur côté juste pour être en sécurité. ATU comprend son point de vue et accepte que c'est une question beaucoup trop sérieuse pour être ignorée. Tonkapeli ajoute ensuite que deux de leurs guerriers les plus forts, les titulaires du personnel, ont déjà été envoyés pour enquêter sur la situation et en leur disant cela, elle espère qu'ils y verront un signe de confiance dans leur force d'entendre ça. Les autres peuvent comprendre son raisonnement pour qu'ils ne s'y opposent pas, mais juste à ce moment-là, Pépé prend soudainement la parole en disant que la vraie raison pour laquelle ils ont été envoyés pour enquêter, c'est parce que leur pays va s'effondrer s'ils ne trouvent pas un moyen de faire face à la menace. Tonkapeli gèle sous le choc. Comme Pépé a involontairement exposé la plus grande faiblesse après ça, l'atmosphère devient tendue et gênante. Alors Adu parle rapidement pour montrer sa sympathie pour la situation difficile dans laquelle se trouve leur pays. Adu assure Tonkapeli qu'ils n'ont pas l'intention de causer nuire à son peuple. Adu peut dire que Tonkapeli soupçonne toujours des êtres comme eux doivent quelque chose, mais elle explique que les gens du Minagra tournent toujours leurs intérêts vers l'intérieur et que la paix est leur chemin choisi. Quant aux barbares, Otto lui rappelle que si elle, éteint du dragon tombe, Minagro deviendra immédiatement la prochaine cible, ce qui en fait une question qui les préoccupe. Autant entendre ça, Tonkapeli les regarde attentivement et demande si cela signifie qu'ils sont vraiment prêts à aider. ATU se tourne vers Takuto et lui demande sa décision. Takuto dit simplement que les amis devraient s'entraider, alors il est prêt à prêter son aide. Tonkapeli entend cela et est soulagé. Tonkapeli demande alors ce qu'ils veulent en retour, expliquant que, de Pépé a révélé leur blesse, ils ont maintenant le droit d'en... À ce moment, ATU déclare qu'ils prendront le contrôle de la mine Dragon Vein. Tonkapeli laisse échapper un loup pire, en entendant ça. Mais elle sait qu'elle ne peut rien faire. Cependant, ATU ajoute qu'ils sont prêts à partager ensemble, contrôle de la mine, puisqu'ils n'ont actuellement pas besoin d'une vaste réserve de mana, mais sur quoi elle insiste, et le droit de décider quels éléments, l'énergie de l'esprit sera convertie en Monokuma explique que la conversion du mana pur de la veine du dragon en élément spécifique est impossible pour le moment, puisqu'il s'agit d'une technologie, cela leur prendrait plus de 10 ans pour se développer. Mettant cela de côté, elle se tourne vers Takuto et ATU précise que, peu importe à quel point Pépé peut agir, il est toujours l'avenir de leur nation. Finalement, il dirigera Forgon en tant que représentant des membres du personnel. En plus de ça, Pépé est le meilleur juge de caractère de leur royaume. Même ainsi, elle se tourne directement vers Pépé et lui dit que la décision finale est à lui de prendre, puisqu'en tant que membre du personnel, il a le droit de décider. Avec ça, Pépé sourit et dit qu'il est d'accord. Tard dans la journée, ils tiennent une autre réunion. Réaffirmer et discuter des décisions faites lors de leur dernière négociation, Emily commence par son rapport, disant qu'ils ont accepté d'excéder des dispositions et des jouets à Forngon et en échange, ils importeront des produits de première nécessité et des produits métalliques. Multer admet que c'est un énorme soulagement qu'il compte trop sur le roi Takuto. Tout le monde reconnaît également que gagner accès à la mine Dragon Vein était leur plus grande victoire et l'erreur de Pépé a vraiment joué en leur faveur. Toujours d'accord, ils doivent décider de leur politique concernant les relations futures avec Forngon. À ce moment-là, la porteuse lève la main et demande quel genre d'endroit Forngon est même. Tout le monde est abasourdi. Elle ne sait. Multer parle alors en disant c'est très. Il est important d'en savoir plus sur les habitants de Forngorn, leur valeur et leur coutume. To réalise immédiatement. C'est un angle mort pour lui, parce qu'aucun de ces détails ont déjà été montrés dans le jeu. Il est venu d'entendre ça. Adu suggère. Ils devront d'abord enquêter sur la capitale Forngorn, croissant de lune, mais comme c'est loin, ça peut prendre du temps. Pour le moment, il pense qu'il devrait donner la priorité
priorité à Dragontown, puisqu'il a besoin d'aide tout de suite. Molté souligne ensuite. Ils auront besoin d'une bonne raison pour entrer directement. Une autre nation, c'est quand Takuto suggère envoyer quelques personnes à l'avance pour leur rendre hommage, avant d'envoyer une délégation officielle. Molté se porte volontaire, mais Takuto rejette l'idée. Dire que Molter est trop important pour un tel travail. Molter suggère alors d'envoyer Keria et Maria, pensant que cela leur donnerait une bonne expérience. Meto n'est pas d'accord à nouveau, dire que c'est trop dangereux pour eux. Ils se disputent dans les deux sens. Jusqu'à ce qu'Adu se lève et dise qu'elle ira à la place, puisque Takuto s'inquiète trop sur les autres kidnappés. Mais Molter refuse, disant en tant que commandant en second du roi, elle ne peut pas y aller. C'est alors que Keria et Maria parlent, insistant sur le qu'ils veulent y aller même s'il y a un risque. Au début Takuto refuse, mais après que les jumeaux les frappaient avec leurs yeux de chiot, il s'effondre et accepte. Toujours des questions d'Emily, s'il est sage d'envoyer les jumeaux seuls, mais Takuto la rassure, en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il a déjà des plans pour leur garde du corps. Après la réunion, sous bout devant dos, jaloux d'avoir cédé si facilement aux jumeaux. Yeux de chiot, Takuto essaye d'expliquer en disant que ce n'est pas ce qu'elle pense, mais elle ne l'achète pas. Alors, Maria et Keria s'approchent, et l'encourage à dire à ATU ce qu'il y a vraiment dans son cœur. Alors Takuto lui prend la main, et lui dit combien il a besoin d'elle, que sans elle, il ne serait jamais venu aussi loin. La confession fait rougir ATU, et elle commence même à imaginer leur mariage, et la vie future ensemble. Dans sa tête, elle tombe à genoux submergée d'émotions, et promet à Takuto qu'elle sera toujours à ses côtés. Le lendemain, Takuto et les jumeaux se tenir à l'extérieur de la clinique nouvellement construite. Maria demande s'il est malade. Meto secoue la tête, en disant que ce n'est pas la raison. Ils sont là, parce que leurs gardes du corps viennent d'arriver. CTL. Épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la partie suivante.